Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Ferrari Purosangue 2024, gracieusement prêté par Luc Poirier, qui nous a fait visiter sa collection. Et si vous n'avez pas visionné la précédente vidéo, bien, je vous invite à le faire, évidemment. Mais en attendant, le Ferrari Purosangue, c'est le premier VUS de l'histoire Ferrari. Ça fait grincer des dents énormément de puristes, mais en même temps, ça apporte beaucoup d'eau au moulin d'un constructeur qui en a bien besoin. Le constructeur Ferrari, qui évidemment multiplie le nombre de véhicules qu'on fabrique annuellement. On passait récemment le cap des 10 000 unités produites en une seule année. Alors, c'est un constructeur qui prend beaucoup de place pour un constructeur de voitures exotiques, bien sûr, mais qui doit trouver des façons de se financer et ça passe passablement par ce Ferrari Purosangue qui, en quelque sorte, vient remplacer la GT4C Lusso, qui était la seule voiture à 4 places et 4 roues motrices offerte jusqu'à tout récemment. Elle a été abandonnée et on vient remplacer ce produit-là par un VUS. Mais VUS, il faut le dire vite parce que les proportions de ce véhicule-là n'ont rien à voir avec un camion traditionnel. D'ailleurs, Ferrari refuse de le baptiser comme un authentique VUS. On le qualifie plutôt de véhicule d'activité Ferrari. Bref, un nom à coucher dehors parce que dans les faits, ça reprend la forme d'un VUS, mais avec un côté pratique un peu limité, considérant l'espace cargo qui n'est pas particulièrement impressionnant, considérant les portes arrière à battant ou les portes suicides qu'on va retrouver à l'arrière. Bref, une forme assez exclusive pour ce genre de produit-là qui coûte une véritable fortune, vous le verrez un peu plus tard. Purosangue, qui signifie pur sang en italien, c'était le nom tout indiqué pour ce nouveau véhicule qui fera énormément jaser au cours des prochaines années. Un véhicule qu'on s'arrache actuellement auprès des collectionneurs, auprès des amateurs de VUS qui cherchent toujours à avoir un peu plus d'exclusivité. Et dans le monde des VUS de grand luxe aujourd'hui, l'offre est quand même assez limitée. Il y a évidemment ces VUS de performance comme le Lamborghini Urus, le Aston Martin DBX 707, le Porsche Cayenne Turbo GT, ce genre de produit-là qui offre des performances en accélération qui ressemblent à ce qu'on va obtenir ici, bien qu'on n'exploite pas le même genre de motorisation. Ici, vous aurez compris que l'objectif n'est pas d'offrir un confort ultime, mais bien d'offrir un niveau de performance exceptionnel dans un véhicule un peu plus pratique que la moyenne des autres produits Ferrari, mais en exploitant une technologie qui est dérivée de produits Ferrari déjà existants. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qui proviennent directement de la GT4C Lusso, incluant sa motorisation qui est un V12 atmosphérique, donc sans turbocompression, 6,5 litres de cylindrée, 715 chevaux, 528 livres-pieds de couple. Et amateur de chiffres, c'est bon pour un 0-100 km/h en 3,3 secondes, un 0-200 km/h en 10,6 secondes pour une vitesse de pointe à 310 km/h. On le verra un peu plus tard sur la route, il y a énormément de technologie à bord du Purosangue qui permet d'obtenir une conduite qui se rapproche dangereusement de celle d'une voiture très sportive. Mais ce qui est intéressant en ce qui me concerne, c'est aussi le design, parce que c'est un défi pour un constructeur comme Ferrari de réussir à lancer un VUS dont l'ADN est similaire ou rappelle du moins celle des autres voitures Ferrari. Et il fallait que Ferrari puisse lancer un véhicule qui en met plein la vue, mais qui fait aussi l'unanimité sur le plan esthétique, évidemment auprès des amateurs de VUS. Le museau est gigantesque et très plongeant. La partie arrière est très tronquée. Bon, évidemment, sur le véhicule qui est ici, il y a énormément de fibres de carbone. Ça vient enrichir évidemment le look du véhicule. Les pots d'échappement qui sont positionnés aux extrémités de chaque côté du pare-choc à l'arrière. C'est un véhicule qui a énormément de personnalité. Et c'est un véhicule qui a un empattement assez long et qui est passablement bas. En fait, la hauteur de ce véhicule-ci est exactement la même que celle d'un Hyundai Venue. Et vous allez dire que la comparaison est boiteuse, effectivement, mais ça vous illustre à quel point ce n'est pas un VUS très massif, très imposant. Le véhicule est beaucoup plus compact que la moyenne des autres VUS que vous allez retrouver chez les grandes marques de luxe. Et c'est un format qui se rapproche en fait de celui d'un Porsche Macan, mais avec des proportions qui sont complètement différentes. Évidemment, en raison de ce museau gigantesque, parce qu'il fallait énormément d'espace pour pouvoir y greffer un moteur à 12 cylindres.
Maintenant, si sur le plan esthétique, ce véhicule-là fait l'unanimité et me plaît personnellement énormément, bien, pas le choix d'admettre que la comparaison avec le CX-30, elle est bel et bien justifiée. Les proportions sont semblables, ce n'est pas le même genre de véhicule du tout, mais je vous dirais que la comparaison, elle est justifiable. Elle l'est encore plus lorsqu'on regarde le Toyota Crown Sport qui est vendu sur le marché japonais, avec un carénage avant qui est quasi identique, avec une forme fuyante qui rappelle énormément le véhicule qu'on a ici, mais évidemment avec une motorisation qui est peut-être un petit peu moins exotique que ce qu'on a ici, parce que je vous le rappelle, c'est 715 chevaux sous le capot du Puro Sangue. On va se le dire, c'est très impressionnant d'être au volant d'un Puro Sangue. C'est un véhicule ostentatoire, c'est un véhicule qui fait tourner les têtes, c'est incroyable. Et la position de conduite est véritablement celle d'une voiture sport. Alors pour ceux qui se posent la question, OK, on a peut-être le sentiment d'être un peu surélevé par rapport à une voiture traditionnelle, évidemment, mais la vérité, c'est que vous êtes à bord d'une voiture sport. Ça, comprenez-le. Maintenant, le petit truc qui me déçoit à première vue, c'est qu'on sent le poids du véhicule. C'est un véhicule qui est très lourd, c'est 2033 kg. Et bon, dans le cas qui nous concerne, est-ce que c'est un peu plus léger considérant qu'on a beaucoup de fibres de carbone? Peut-être, mais de quelques kilos au maximum. Alors, ça demeure un véhicule très lourd et on le sent. On sait que c'est un véhicule qui est plus pesant et donc que ça prend une technologie pour compenser pour le poids du véhicule, ce qu'on a évidemment au niveau des éléments de suspension, parce qu'il y a une suspension ici qui est fascinante au niveau de son développement. Vous n'avez pas de barre anti-roulis sur un Ferrari Puro Sangue. On a plutôt décidé de remplacer le tout par des moteurs électriques situés au niveau de chacun des amortisseurs. Alors, si le véhicule prend un virage, qu'il y a un certain roulis qui s'annonce, bien, automatiquement, ces moteurs-là vont restabiliser la caisse pour qu'il n'y ait aucun roulis. C'est particulièrement impressionnant en mode sport, où là, le roulis est carrément inexistant, malgré, encore une fois, tout le poids de ce véhicule-ci. Alors que si vous êtes en mode confort, comme ce en quoi je circule présentement, bien là, vous allez sentir un peu de tangage, c'est-à-dire une réaction un peu plus naturelle de la caisse, mais encore là, vous savez que vous êtes à bord d'un véhicule très sport. C'est un véhicule dont la suspension est quand même assez ferme. Les sièges sont très fermes aussi. Alors, pour ceux qui cherchent un confort supérieur, bien, il existe d'autres VUS dans le marché qui sont capables d'offrir une puissance d'accélération comparable à ce qu'on a ici, mais avec un niveau de confort nettement supérieur. Ici, c'est une voiture sport. On fait des compromis, bien sûr, pour offrir un minimum de confort parce que la vocation d'un VUS fait en sorte qu'il faut l'offrir. Mais en vérité, vous êtes à bord d'un véhicule passablement plus sportif que confortable. Alors ça, sachez-le. Autre point qu'il faut souligner sur le Puro Sangue, c'est évidemment son rouage intégral. Bon, un système qui est beaucoup plus évolué que ce qu'on avait sur la GT4C Lusso, ce qui va faire en sorte que le véhicule sera plus efficace toute l'année durant. Et d'ailleurs, son propriétaire, Luc Poirier, a l'intention de le conduire durant l'hiver, avec comme défi de trouver des pneumatiques pour ce véhicule-ci, puisque vous avez des pneus de taille P255 35 22 à l'avant, donc 22 pouces, et 315 30 ZR 22 à l'arrière. Alors, la combinaison pneumatique en hiver ne sera pas évidente à obtenir. Ça existe, bien sûr, puisque Ferrari l'a demandé, mais il faudra trouver ces pneumatiques pour pouvoir circuler avec un véhicule comme celui-là durant la saison froide, ce que je ne ferai pas personnellement. Le rouage intégral qui permet d'acheminer une partie du couple vers l'avant lorsqu'il y a besoin, bien, ça permet aussi d'avoir une bonne maniabilité. Avec ce véhicule-là, il y a un vecteur de couple sur l'essieu arrière et on peut même surexploiter le véhicule, c'est-à-dire faire danser le train arrière, faire de la drift, comme on dit en bon français, avec un certain survirage. Le véhicule a été conçu en ce sens et pour obtenir un maximum de sensations, bien, ça prenait ça. Alors oui, c'est un rouage intégral, mais vous n'aurez certainement pas cette impression d'avoir un système qui résiste aux commandes du conducteur et qui est anti-sportif essentiellement. Alors ça, c'est totalement réussi. Je le constate, même si je ne roule pas sur un circuit fermé actuellement, c'est un équilibre intéressant. Le châssis, cependant, semble extrêmement solide. Et ça, c'est un point qu'il faut souligner parce que chez Ferrari, c'est un des éléments les plus importants d'avoir une rigidité structurelle qui permet de pouvoir brasser le véhicule, de pouvoir le surmener sans que la caisse ne semble souffrir.
Alors oui, il y a quelques craquements ici et là, provenant de la planche de bord, provenant des portières. Est-ce que ça demande ajustement? Probablement. C'est un véhicule qui vient d'être livré à son propriétaire et on sait que Luc Poirier avait déjà eu des problèmes initialement avec ce véhicule-là lors de la première livraison. Une portière arrière qui craquait, un siège du conducteur qui ne se réglait pas. Évidemment, il y a de l'informatique dans tout ça et comme il n'y a jamais rien de parfait chez Ferrari, il fallait composer avec ce problème. Mais n'empêche, au niveau du structurel, c'est extrêmement solide. Un châssis, évidemment, tout aluminium sur lequel, dans le cas qui nous concerne, on vient ajouter beaucoup de fibres de carbone. Et pas uniquement sur le plan cosmétique, mais aussi sur le plan structurel, parce que le toit fait partie de la structure d'un véhicule, évidemment. Alors évidemment que le Puro Sangue, c'est un véhicule qui dynamiquement est très impressionnant. Est-ce que c'est le VUS le plus impressionnant? J'ai envie de vous dire non, parce que j'ai été énormément impressionné par le Cayenne Turbo GT que j'ai pu conduire récemment. Un véhicule qui, sur le plan dynamique, me semble peut-être un petit peu plus efficace que ce qu'on a ici, même si le centre de gravité est plus haut. On peut jouer avec la suspension, qui est pneumatique, évidemment, chez Porsche, alors qu'ici, c'est une suspension qui est adaptative constamment. Alors, plus ferme, avec une caisse qui est très rigide, bien sûr, un véhicule qui est moins confortable, mais qui ne me donne pas ce sentiment d'être aussi à l'aise sur le plan technique qu'avec un Turbo GT, où là, je peux me lancer sans crainte. Bon, évidemment que ce véhicule-ci, je ne le pousserai pas à sa limite. Son propriétaire n'en serait pas très heureux et on n'est pas en circuit fermé. Mais n'empêche, j'ai une direction précise, mais pas autant que du côté de chez Porsche, et j'ai une suspension qui, même si elle est dotée de moteur électrique pour se stabiliser constamment, ne me semble pas aussi polyvalente, aussi efficace que ce qu'on va retrouver chez Porsche. Alors, c'est peut-être un sentiment personnel, mais considérant également la facture du Puro Sangue, j'ai envie de vous dire que le Porsche Cayenne Turbo GT me semble une véritable aubaine par rapport à ce qu'on a ici. Bon, on n'a pas évidemment tout l'exotisme d'un produit Ferrari avec la finition qu'on retrouve à bord. Évidemment, chaque petit élément qu'on va retrouver ici, on a fait tout ce qu'on pouvait chez Ferrari pour en mettre plein la vue. On a un écran pour le passager avec une partie de l'information qu'on retrouve aussi derrière le volant. Mais avant d'embarquer sur les technologies qu'on va retrouver à bord des écrans, un mot sur la finition intérieure, parce que les cuirs, les surpiqûres, tous les matériaux qu'on va retrouver à bord d'un Ferrari Puro Sangue, alors ça, c'est sans égal dans l'industrie. On a mis le paquet. La qualité, elle est hors norme, littéralement. Et c'est non seulement magnifique au toucher, mais ça éveille les cinq sens. Alors ça, c'est un authentique produit Ferrari. Et sachez que les sièges arrière sont aussi poussés sur le plan technologique et au niveau des ajustements que les sièges avant. Ce sont 4 baquets individuels réglables de multiples façons, ce qui fait en sorte que le passager arrière va se retrouver dans un confort aussi impressionnant que les passagers avant ou les occupants des sièges avant du moins. Et puis au niveau de l'espace cargo, il y a quand même un volume intéressant, plus de 400 litres de volume cargo. Alors ça en fait un véhicule plus pratique qu'une Ferrari traditionnelle, disons ça comme ça, même si au niveau de l'espace intérieur, on n'est pas au niveau des autres VUS de luxe qu'on peut se procurer, ça c'est évident. Position de conduite, elle est fantastique. La visibilité, elle est très bonne. Il n'y a rien qui gêne. Bon, évidemment qu'ici, on est à bord d'un véhicule qui a été personnalisé avec énormément de cuir noir, de fibres de carbone. On n'a pas de toit panoramique à bord de ce véhicule-ci. C'est possible de l'obtenir avec un système à coloration électrochimique qui va teinter la vitre automatiquement à la demande du conducteur. Une option qu'on n'a pas ici puisqu'on a remplacé le tout par un toit de fibres de carbone qui coûte encore beaucoup plus cher. Mais la majorité des gens vont choisir le toit vitré parce que ça apporte de la lumière à bord du véhicule et parce que c'est intéressant de pouvoir circuler avec un petit peu plus de luminosité, j'ai envie de vous dire, que ce qu'on retrouve présentement. Maintenant, au niveau de l'instrumentation, Ferrari mentionne avoir amélioré le système. On sait que tout passe par les commandes qui sont placées sur le volant pour gérer l'ensemble des commandes. Ça comprend évidemment le divertissement, la musique, Apple CarPlay ou Android Auto via l'écran central derrière le volant, encore une fois, l'instrumentation, mais on ne peut pas avoir le meilleur des mondes, c'est-à-dire que vous allez avoir une instrumentation authentiquement Ferrari avec un tachymètre en plein centre ou Apple CarPlay, mais pas les deux en même temps parce qu'il y a un seul écran.
Et je vous avoue que pour gérer toutes les commandes qu'il y a ici, bien, le pavé tactile que vous allez retrouver sur le volant, il est franchement mal foutu. Ergonomiquement parlant, c'est un cauchemar. J'avais constaté beaucoup de lacunes en conduisant la 296 de GTB. C'est la même chose ici, même si le système diffère un peu. C'est vrai qu'on a modifié ou du moins amélioré certains éléments, mais ça demeure extrêmement complexe au niveau de l'utilisation et ça demande énormément d'adaptation. Le seul truc qui me plaît bien, c'est cette roulette qui est placée au centre de la planche de bord pour le système de chauffage climatisation. Elle va se déployer d'elle-même dès que vous allez l'effleurer. Alors là, il y a un petit délai pour son utilisation, mais ça, c'est quand même assez convivial, assez facile à utiliser. Alors ça, c'est quand même bien fait. On n'a pas cru bon, heureusement, d'aller intégrer les commandes de chauffage climatisation dans l'écran qui se situe derrière le volant parce que ça, c'est vraiment un cauchemar. Et au coup d'œil, c'est réussi, bien évidemment. Même chose pour l'écran destiné aux passagers, mais au niveau utilisation, encore une fois, ça ne le fait pas. Alors, la grande question, combien coûte un Ferrari Purosangue 2024? Bien, ça coûte une véritable fortune, pratiquement le double dans ce cas-ci d'un autre VUS de haute performance comme un Aston Martin DBX ou un Porsche Cayenne Turbo GT. Ça coûte une véritable fortune, mais il faut dire que le véhicule qui est ici est fardé d'options. Et quand je vous dis fardé d'options, tenez-vous bien, il y a près de 130 000 d'options qui ont été ajoutées sur cette unité spécifique, incluant plus de 82 000 d'options de fibres de carbone. Pour vous donner une idée, c'est le prix d'une BMW M2 flambant neuve, juste en fibre de carbone sur le véhicule qui est ici. On en a aux arches de roue, au bas de caisse, à l'extérieur comme à l'intérieur, le bas des pare-chocs, avant comme arrière, le pavillon qui est complètement en fibre de carbone, même la clé du véhicule est en fibre de carbone. Alors, ça vous donne une idée de la quantité de fibres de carbone qui a été ajoutée sur ce véhicule-ci, qui ne change honnêtement rien aux performances du véhicule, même si on vient sauver quelques grammes au niveau du poids total, qui, je le rappelle, dépasse les 2000 kg. Et ce qui est drôle, c'est que sur la fiche de Ferrari, on n'a pas cru bon d'indiquer l'ensemble des autres options qui sont indiquées, si bien que ce qu'on indique, c'est que les autres options, mis à part la fibre de carbone, le choix de couleur, quelques accessoires comme ça, c'est 37 534 $ de plus que les options dont je vous ai nommées. Alors, coût total du véhicule, en considérant bien sûr que le prix de détail suggéré est à 486 385 $ ou 496 650 $ en incluant les frais de transport et de préparation, bien, le coût du véhicule qui est ici, avant bien sûr la taxe de luxe, c'est 624 654 $. C'est énormément d'argent. Évidemment, la taxe de luxe, c'est 10 du coût total du véhicule. Donc, vous ajoutez 62 465 $ en taxe de luxe pour un total de 687 119 $. Et à ça, vous ajoutez les taxes applicables de 15 ou pratiquement. Alors, si vous deviez signer un chèque pour le véhicule qui est ici, ça serait 790 015 $. Évidemment, vous le savez, comme à l'habitude, je me suis amusé à imaginer quel pourrait être le paiement mensuel d'un véhicule comme celui-là si on le finançait sur un terme de 72 mois à un taux de 9,99 %. Bien, ça coûterait 14 632 $, taxes incluses sur 6 ans, pour mettre la main sur ce véhicule-ci. Évidemment, bien, s'ajoute à ça plusieurs frais supplémentaires. Bon, un frais d'inscription chez Ferrari pour la documentation à 1 295 $, une taxe pour gros pollueurs d'essence à 4 000 $, les assurances pour le véhicule qui est ici, l'immatriculation qui, à elle seule au Québec, annuellement dépasse les 7 000 $. Bon, l'essence, c'est accessoire, mais pas besoin de vous dire que c'est un gros mangeur d'essence super à 19 litres au 100 en moyenne. Alors, ça coûte une véritable fortune rouler un véhicule comme celui-là. Et comme si un Ferrari Purosangue ne coûtait pas assez cher, bien, son propriétaire, Luc Poirier, a tout simplement décidé d'en commander un deuxième qui devrait arriver incessamment. D'ailleurs, on le remercie pour le prêt de son véhicule.